Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinar PacMine en compagnie de Dora. Merci Dora d'être venue aujourd'hui. Super content de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation d'une et bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde a bien mangé et puis j'espère que l'effet digestion ne fera pas de mal. Ça va, vu que c'est en visio, normalement ça va, on peut quand même se poser. C'est moins compliqué que si on était dans une salle de réu avec tout le monde là, juste de 13 à 14. C'est un peu plus compliqué. Hop. Yes. Alors, pour rappel, comme d'habitude, l'événement il sera enregistré, il sera disponible sur YouTube quand j'aurai le temps de le mettre, c'est-à-dire peut-être cet après-midi ou demain. Donc, ça va aller quand même assez vite. Donc voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas pu venir, parce que je sais qu'on était full sur l'événement, on est arrivé à la limite. Donc, il y en a peut-être plein qui auront le replay. Je vais les partager sur les posts LinkedIn qu'on avait déjà créés, qui partageaient justement la news de l'événement. Et je vais peut-être même refaire un post, un Dora, en te taguant dessus, pour que tout le monde puisse récupérer le lien YouTube et le partager, parce que c'est un sujet qui va être assez croustillant et assez intéressant. Cool. Alors, et Petite n'hésitez pression pas au d'ailleurs passage. à... C'est ça. Et n'hésitez pas à poser des questions hein, dans la partie questions. Le mieux, c'est dans la partie questions qui est en bas à droite, parce que comme ça, je peux les afficher en live pour y répondre. Mais si vous avez juste des remarques ou des questions un peu en live, n'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat. Je vais essayer de faire on va dire, l'intervenant qui va lire les questions et je te les transmettrai, Dora, comme ça, tu n'auras pas forcément à suivre tout ce qui se dit. Super. Donc voilà, ça permettra d'interagir avec le chat plus facilement. Hop. Donc, on va démarrer dans quelques minutes. Juste avant l'intro, ce webinar, il fait partie d'une petite série là, qu'on a fait depuis 2 semaines. Donc, le premier, c'était avec Guillaume de GitHub, où on parlait un peu de harness engineering, mais plutôt sur ce qui est en amont. Donc, comment est-ce qu'on peut donner des bonnes instructions, des bons skills et du bon contexte aux agents IA pour qu'ils puissent générer du code qui correspond plus à ce qu'on veut réellement en production, et donc du code qui soit mergeable. Donc là, on était vraiment sur je guide l'IA, je lui donne du contexte, c'est en amont. Ensuite, hier, on avait un webinar avec Nina de Codo sur comment est-ce que l'IA peut nous aider à améliorer, on va dire, le process de revue de code pour pas que ça devienne un nouveau bottleneck et qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à redire le code qui est généré par l'IA. Et donc là, on a vu justement que ce qui est intéressant, c'est que l'IA, elle peut avoir beaucoup de contexte quand elle fait de la revue de code. Donc, elle n'est pas juste sur les changements de code et donc elle ne va pas juste regarder est-ce que la syntaxe est bonne, est-ce que les pratiques sont respectées. Elle va regarder aussi des anciennes PR, elle va regarder aussi les tickets dans Jira, voir ce qui a été implémenté, est-ce que ça correspond aux spécifications, etc. Voir si tout est bon en termes de sécurité avec des pratiques assez avancées. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'IA peut nous permettre de capturer des choses que, en tant qu'être humain, on aurait eu du mal à revoir en lisant une PR et en arrivant, en découvrant un peu de contexte, quand on n'a pas tout ce qu'il y a autour. Donc c'était hyper intéressant de voir ça. Donc ça, c'est vraiment en aval. Une fois que le code est généré, je peux utiliser l'IA pour regarder tout ça. Mais ça reste deux éléments qui sont non déterministes, parce qu'on utilise du contexte qu'on donne à l'IA, on utilise du contexte après avec de l'IA pour faire des choses en aval. Et là, c'était intéressant de se recentrer, je trouve, avec toi, Dora, sur les pratiques d'ingénierie qu'on a découvert déjà il y a beaucoup d'années, il y a plusieurs années, Plus et de qui 20 ans sont parfois. plus de 20 ans parfois, ouais, et qui, elles, sont déterministes parce que on va parler de tests, on va parler de méthodologies, justement, qui ont été super importantes avant l'ère de l'IA quand on développait, et qui aujourd'hui refont un peu surface parce que pour vraiment gagner en productivité avec l'IA, on doit se concentrer sur comment gagner en confiance sur le code qui est généré par l'IA. Et donc, la confiance, ça passe par plusieurs choses, comme on a dit, sur des skills en amont, sur de la revue peut-être avec de l'IA aussi, sur de la revue humaine et sur justement tout ce qu'on peut mettre en place au niveau des tests, de l'architecture, etc. Donc, ravi encore une fois de t'avoir avec nous, Dora. On va pouvoir démarrer. Je te laisse te présenter. Merci. Alors, par où commencer? Déjà, merci d'avoir proposé et accepté accepter le sujet par rapport à la série. Moi, je m'appelle Dora Bartaguis, je suis CTO d'Arola. Je suis aussi co-auteure et illustratrice d'un bouquin qui s'appelle Softwarecraft aux éditions Duno. Là, c'est la 2e édition. La première édition, on va dire,
c'était complètement différent. Donc, c'est normal si vous avez peut-être la première édition dans votre bibliothèque. Et pour mon parcours, moi, j'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai un parcours de dev, donc j'ai fait pas mal de missions en tant que tech lead, architecte. Je suis coach pour les équipes qui ont besoin d'accompagnement. Je suis formatrice, donc je fais partie du pool de formateurs et formatrices de chez Arola. Et je suis speaker quand on accepte mes CFP ou on m'invite volontiers pour parler de sujets. Et Arola, on est un cabinet de conseil sur Paris, mais on intervient un petit peu partout dans le monde. Donc, on fait à la fois du conseil, du coaching, de la réalisation de projets. Et on est aussi centre de formation autour de tout ce qui est bonnes pratiques de développement, d'architecture, autour des pratiques craft aussi. Donc voilà, ça c'est pour Et la récemment, présentation. du context engineering aussi. Il y a une super formation context engineering qui est sortie. Yes. Et puis surtout, bah oui, à l'ère de l'IA, comment on peut... l'idée, c'est de se dire, est-ce que nos pratiques craft continuent à vouloir on va dire, à avoir de la valeur au quotidien. Et justement, ça fait partie un petit peu de ce sujet, du sujet d'aujourd'hui, c'est comment vraiment avoir confiance dans le code généré par l'IA. Et je me disais, le mieux, c'est d'avoir un exemple concret. Donc, j'ai récupérer, on va dire, un use case d'un environnement de développement, enfin d'un environnement, on va dire, de la sécurité sociale. Je suppose qu'il y a quelques-uns parmi vous qui ont potentiellement reçu des fois des lettres pour du dépistage. Et souvent, ça passe par un process d'éligibilité par rapport à votre âge, vos antécédents, pas mal de trucs. Est-ce que vous êtes éligible ou pas pour une invitation de dépistage? Et il y a quelques règles de gestion, donc ça se base sur votre date de naissance, sur la date du jour, sur l'année, et cetera. Et il y a pour chaque dépistage, il y a un nombre de mois associés. Et donc comment ça se passe? Ensuite, on vérifie, une fois la date d'invitation calculée, on vérifie qu'elle est valide. On vérifie que c'est bien un jour travaillé, parce qu'on ne va pas envoyer le courrier un week-end, par exemple, ou un jour férié. Enfin, on vérifie quelques règles une fois le calcul de la date d'invitation fait. Et donc, pour avoir un exemple, là, on a une personne, on va dire, qui est née le 15 mars 80. On est, imaginons aujourd'hui, le 1er janvier 2023. Et puis, la personne est invitée, enfin éligible en tout cas, pour le dépistage du col de l'utérus. Et le nombre associé du mois est égal à 2. J'ai mis exprès 2 pour simplifier l'exemple, mais généralement, c'est plus. Donc, comment ça se passe? On récupère la date de naissance, enfin la date de l'invitation, c'est on récupère la date de naissance, on fait la somme entre le mois de naissance plus le nombre de mois de notre configuration, et puis on prend l'année en cours, de la date du jour. Et après, comme je disais, on vérifie qu'on ait bien les règles de gestion, type une date valide. Par exemple, si on arrive le 31 février 2023, ça ne sera pas le 31 février, mais on calcule le premier jour, donc le 1er mars, etc. Et après, on vérifie que le 1er mars n'est pas un jour férié, et voilà. Et donc, je me disais, tiens, pourquoi me prendre la tête à faire tout toute seule, puisque j'ai un intelligent outil qui pourra faire on va dire, le kata à ma place. Et j'ai demandé à mon ami assistant IA de me générer toute l'application. Alors, je l'ai guidé un petit peu parce que je lui ai demandé de générer le code dans plutôt une application de console, au lieu de gaspiller un petit peu pour me faire des interfaces graphiques et compagnie. Donc, j'ai utilisé un README sous forme de spec. Donc là, je mets le repo, comme ça, s'il y a des curieux et des curieuses qui ont envie de voir ce que ça donne. Je vais le montrer aussi, hein. Donc, j'ai utilisé Visual Studio 2026. Je suis sur du .NET, là, donc du C#. GitHub Copilot et Cloud IQ.
Et donc, ça donne un petit peu ce code-là. Il m'a généré, donc le README, il est très basique, on va dire. Je lui ai dit, bah voilà mes règles de gestion. Vérifie quand même qu'il y ait bien une date valide, que voilà. Et voici un exemple. Et après, bah, fais-moi le tout, sachant que tu dois vérifier quand même, enfin, que l'analyse, enfin, ça build bien, qu'il y ait bien des tests, enfin, un minimum de skills, on va dire, pour que je le laisse pas, on va dire, heu, libre dans la nature. Et Ça, donc, c'est qu'est-ce toi qui qu'il l'as m'a écrit du fait? coup ce README? Oui, OK. non, cette partie-là, oui, c'est moi qui lui ai donné. Celle-là, j'ai fait ma flemmarde et je lui ai dit: «Bah, OK. vas-y, quels sont les minimums de skills et rajoute-les-moi». Donc c'est lui qui a proposé. Ouais. Et il y a Hem, quelqu'un qui demande si c'est possible d'agrandir le partage d'écran. ah oui, Je sais pas si tu merci. peux zoomer un coup, tu testes. Yes, je peux. 200? Ouh, ça fait beaucoup. Je sais pas si Ouf. c'est Peut-être à 150? 150. Ouais, là, c'est bien, là, je pense. C'est pas mal. J'ai un grand écran aussi et c'est peut-être pour ça. Ouais. Alors ce qu'il a fait, il m'a donc généré une petite application, bah, voilà. Il m'a généré, tout un enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais, il m'a généré tout un code, qui permet à la fois de saisir donc les dates, de pouvoir saisir de la configuration et cetera. Chose que j'ai pas dite, c'est que je lui ai dit: «Bien sûr, tu vas me le faire avec une couverture de test à 100. Donc il m'a aussi généré des tests. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'il m'a généré à la fois des tests d'intégration, des tests unitaires, des tests sur le type, de screening, avec un nommage qui est plutôt clair, on va dire, alors que je lui ai pas donné forcément de consignes particulières Tu lui as et dit donc quoi comme consigne justement pour les tests? Tu lui as juste dit: «Fais-moi une couverture à 100%»? voilà, je lui ai dit: «Tu me génères le code, mais tu me génères aussi les tests avec une couverture à 100. J'étais vraiment en mode, fainéantise totale, hein. Et je me disais: «Bah, je vais pousser un petit peu, je vais te donner le minimum à chaque fois pour voir où, qu'est-ce que ça fait, quoi». Donc d'apparence, ça a l'air pas mal. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu de première vue. Et donc là, il me fait voilà, c'est un week-end, donc ça doit retourner true, su il a fait, tiens, vérifier que c'est bien un week-end ou pas. Donc il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes qu'il m'a faites et je me disais: «OK, maintenant, qu'il a généré» enfin elle, en considérant que c'est une intelligence artificielle, elle a généré tout ça, et donc je me disais: «Bon, bah, maintenant je vais faire, une revue de code». Comment ça se passe? Heu, pour éviter qu'il y ait, enfin que ça démarre, j'ai mis quelques print écran de ce que ça fait. Je peux le lancer, il y a pas de problème, c'est juste que ça risque d'être un petit peu lent, mais c'est pas grave. Donc ça fait, je mets la date de naissance, je mets la date du jour, je choisis le type de screening, c'est parti, ça me donne ça, ça me donne, bah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai mis en output, enfin input pardon. C'est quoi, la règle, enfin quel jour, ça tombe? Est-ce que c'est un jour férié? Oui, non. Est-ce que c'est un jour, de congé? Et donc là, j'ai fait: «Bon allez, je fais une revue de code comme elle se doit». Imaginons que c'est une collègue ou un collègue qui m'a envoyé une PR par rapport à ça. Donc je vais faire, mon boulot de revieweuse et je me disais, sachant que la consigne, c'était avoir un coverage à 100. Donc je me disais: «OK, bah, déjà ça compile». J'ai lancé, j'ai fait quelques premiers tests, à la main. Alors j'ai lancé les tests unitaires avant pour être sûr que, hein, ils soient tous au vert, puisque ça c'est un classique, c'est je t'ai généré tous les tests mais il y en a aucun qui passe. Donc là, j'ai essayé de justement de vérifier que les tests passent, de vérifier que la compile passe, hem et je me disais: «Je vais analyser maintenant le code». Donc là, il y a, voilà 33 tests qui passent, tout va bien et donc
En vérifiant ça, j'ai fait, bon, bah, la consigne, c'était d'avoir un coverage à 100%. Donc j'ai commencé par calculer ça et j'ai regardé, j'ai fait le calcul de mon côté. Je fais: «Mais il plaisante ou elle plaisante, c'est 30 de code coverage global». Alors que j'ai demandé à 100 et il persiste. Enfin, la réponse, de l'agence est, «Si, si, j'ai fait, du 100 je t'assure». Donc j'ai fait: «OK, bon, bah, je vais regarder quand même le code, du pseudo-domaine, donc le calculateur et le type». Et là, je m'en retrouve à 95, c'est même pas à 100 pareil. Et après, j'ai commencé à regarder aussi le détail. Qu'est-ce que je peux avoir comme smell dans le code? Et typiquement, j'ai trouvé, toute une panoplie, enfin, j'ai envie de dire classique, mais pas tout à fait. Mais en tout cas, des, smells concernant le SRP, tout ce qui est thread safe, même si bon, bah, dans mon contexte, ça faut pas vraiment ça a pas d'intérêt, dans ce contexte-là, parce que ça reste un kata, c'est pas un projet, on va dire de production. Et après, bon, bah, il y a tout ce qui est, handling d'exception où, l'exception est catchée, ben, on n'en fait rien, donc ça passe silencieux. Des magic values, les nombres, les dates, de la configuration qui est, en dur. Elle est carrément directement, heu, voilà. J'ai bien les jours de holiday, mais j'en ai que 3. Ah oui. À croire qu'on n'a que 3 jours fériés dans l'année. Donc il y a pas mal de trucs qui sont vraiment, enfin, c'est des semelles un petit peu, quand on fait et encore, j'ai pas fait une revue de code, poussée. Ce qui fait que, le naming pareil, de prime abord, ça semble, bien, mais quand on rentre, on voit des problématiques de nommage, le couplage qui est fort, enfin, il y a pas mal n'en parlant pas de la mutabilité, la sécurité et compagnie. Plus les En méthodes, fait, ça, statiques. tu tombé sur, le problème classique avec l'IA, c'est-à-dire, tu lui demandes quelque chose assez rapidement, il te sort tout le code quasiment et puis, tu lui dis même: «Rajoute ta couverture à 100 histoire de gagner en confiance et de te dire: "C'est bon, le code sera testé"». Et dans la réalité, vu que toi, on va dire, tu es une experte et ça fait des années que tu travailles sur le sujet, donc tu es capable de faire une revue de code et de voir est-ce que c'est bien ou pas. Tu te rends compte en fait de plein d'erreurs qui sont pas liées juste au style ou à la maintenabilité même. Parce que je voyais encore un article il y a pas longtemps de quelqu'un qui a fait un peu polémique parce qu'il disait: «En fait, maintenant, il y a moins besoin de travailler avec des langages, haut niveau ou de travailler sur l'architecture et cetera, parce que l'IA va être capable toute seule en fait de régénérer du code facilement et cetera». Mais en fait, on se rend bien compte que dans des projets concrets, hein, je veux dire, je ne parle pas d'un petit MVP que tu fais, de Mmh, ton côté, mais là, si on travaille pour la CNAM, en fait, justement, ça doit être, on reste en tant qu'humain responsable du code qui est généré. Donc, on doit être capable de comprendre ce qui est fait, on doit être capable de faire des modifications et quand il y a des modifications, de voir quel est l'impact, et cetera. Donc, évidemment, là, tout de suite, tu te rends compte en fait que c'est un peu comme si quelqu'un était passé, avait écrit du code, on va dire de manière assez rapide, avait fait ce qu'il avait pu pour la couverture, et cetera. Mais en fait, il y a plein de semelles et de problèmes que tu as identifiés, quoi. tout à fait. Et surtout, enfin ça c'est et même si je me dis, parce que j'ai refait ensuite le kata en me disant: «Bah non, non, c'est peut-être à cause de moi parce que je lui ai pas donné assez de skills au départ pour me générer, le code, comme je le veux avec une meilleure qualité». Mais c'est pareil, même si on le blinde parfois, de skills, heu, parfois il ignore quelques-uns. Donc c'est là où il y a, comment dire? Il y a une balance, on va dire, à trouver. Donc il faut, comme tu disais, le webinaire, de la semaine dernière, bah, il faut avoir les skills en amont, mais c'est pas assez. Et c'est là que je me disais: «Bah, tiens, puisqu'il m'a sorti quand même des tests unitaires et il considère qu'il a fait une couverture à 100, les tests se lancent bien», voilà. Je me disais: «Bah, quelle est la qualité de ces tests-là?» Ouais. Et Et d'ailleurs, j'ai 3 questions qu'on oui, va passer, assez rapidement. Je ne sais pas si on les prendra toutes au fil du webinaire, hein, on essaiera de garder du temps à la fin quand même pour les prendre. Déjà, la première question de Paul, qui dit:
qu'est-ce qui t'a motivé à dire 100 plutôt que 80 ou 90 et cetera? Alors c'était peut-être pour la démo, le webinar, mais Parce que je me dis, vu que c'est fait automatiquement avec l'IA, autant faire le maximum et surtout je me dis que je sais d'avance qu'elle va ouais, pas qui va faire à pas 100. monter à 100. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc si je mets 80, ça va faire 60. Donc autant faire 100 et encore Ouais, tu 100, t'en ça m'a doutais. donné 33. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Il y a Sylvain après qui dit un truc super intéressant aussi, hem, en fait, on a l'impression de court-circuiter un petit peu la construction de ce qu'il appelle le savoir tacite des développeurs, qui est issu de notre expérience et cetera. En fait, le logiciel que tu vas avoir, normalement, ça va être la réalisation de plein de trade-off qu'on va faire parce qu'on sait que ça, c'est critique, que ça, c'est pas critique, qu'on va déployer sur du mobile ou sur pas du mobile et cetera. Et c'est des choses, en fait, qui sont assez dures à formaliser parce qu'il y a des milliers de choses dans le contexte qui vont nous faire prendre des décisions particulières, aussi sur l'affinité qu'on a par rapport à des langages, des choses comme ça. Mmh. Et donc là, en fait, ce que dit, Sylvain, c'est, voilà, ça guide, en fait, justement notre action et notre jugement dans une situation donnée. Et là, on a l'impression qu'on va court-circuiter un petit peu, justement, en utilisant de l'IA pour, qui va bypasser plein d'étapes qu'on aurait eues, en fait, en réflexion. Tu vois, là, si on commence juste par les specs et puis ensuite qu'on relit le code, en fait, il manque peut-être plein de choses au milieu Mmh. qui auraient pu être intéressantes. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Et bah, ça sera la deuxième partie. Oh, super! Bon, ben voilà, c'est bien, tu as bien anticipé. Donc on Oui, y oui, reviendra sur enfin, la deuxième partie. j'en parlerai, là en 2 mots et justement la deuxième partie, je voulais reprendre justement, enfin, c'est là où je vais vous montrer. Là, j'ai laissé, libre, cours, on va dire, à l'IA pour me générer, tout ce qu'il faut avec un minimum et ah oui, chose que je lui ai pas dite, c'est que je lui ai dit: «Pose-moi des questions si tu as besoin d'avoir des détails pour pouvoir développer». Donc je l'ai poussé un petit peu à me dire: «Bah, qu'est-ce que tu veux comme, données d'entrée? Sur quel format tu veux, la sortie?» Je lui ai dit: «Bah, c'est une, application console», enfin voilà. Donc oui, il y a besoin des réflexions et je vais vous montrer, je vais refaire le même exercice, mais de façon, complètement différente. C'est là où je guide justement l'IA pour, mieux, la driver, on va dire. Parce qu'on a toutes les pratiques qu'il faut pour le faire. Tu avais une troisième question ou tu la laisses pour après? Non, non, Ah je OK. c'est bon, ouais. Enchaîne. Donc ce que je disais, c'est qu'à ce moment-là, enfin, comme, j'avais, une couverture que l'agent considère à 100, moi de mon côté, j'ai fait le calcul du coverage, je suis allée à 33 au global, mais 95 sur les on va dire le cœur du métier. Je me disais: «Bah, qu'est-ce qui pourrait être, fait pour que, justement je vérifie la qualité maintenant des tests produits?» Et pour ça, on a une pratique, ou une technique plutôt, qui s'appelle mutation testing. Je ne sais pas si tout le monde, sait ce que c'est? Ça se représente en fait, souvent on utilise une librairie externe pour pouvoir le faire, en la mettant enfin complètement on va dire le job de lancer, la technique, soit à part, soit moi j'aime bien, la mettre directement dans les pipelines. C'est que dans la pipeline, la CI/CD, on va avoir build, test, potentiellement enfin de check, de, Living Duck et compagnie et puis après avoir, une phase de, lancement de mutation testing directement sur la CI et donc ça consiste en quoi? Ça consiste à appeler une librairie qui va créer plusieurs, ce qu'on appelle mutants de code. Donc, ça va prendre, un exemple de code, enfin ça va prendre le code tel quel, pardon, et ça va changer quelque chose dans le code. Donc par exemple, si on a un if, tiens mon nombre, est supérieur à quelque chose, ça va transformer le supérieur en inférieur. Ça, c'est un mutant. Et après, ça lance tous les tests sans les modifier sur le nouveau, code mutant et plus on a des tests rouges, mieux c'est. Parce que ça veut dire qu'on a détecté, ça veut dire que le code est couvert par les tests et ça veut dire que les tests vérifient qu'il y ait pas de régression. Donc, i on a un test qui détecte que, bah, justement, si on avait transformé le supérieur en inférieur, hop, il y a un bug,
quelque part. Donc j'ai lancé, j'ai utilisé Striker comme, pour .NET. Il y en a plein des librairies qui existent sur le marché. Donc vous pouvez très bien, en fonction de votre langage, trouver la librairie qui va bien à votre contexte. Et donc j'ai lancé, ça m'a créé, là on voit le chiffre 176 mutants, 176, oui, mutants créés. Parmi les 176, il y a 146, il est là le chiffre, je vais chercher. 146 mutants ignorés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité de mon code, il y a un problème. C'est les mutants ignorés, ça veut dire qu'ils n'ont rien détecté. Et donc, ou alors qu'il n'y a pas de coverage. Donc on a les détails ici. Donc trois mutants qui donnent une compilation erreur, ça c'est normal, parce que parfois en changeant le code, ça compile pas. Il y a des mutants typiquement qui ne couvrent rien. Enfin, en tout cas, quand on a changé le code, il n'y a aucun test qui couvre justement ce code modifié. Et après, ceux qui nous intéressent, c'est les 9% survivants. Donc sur les 176, on n'a que 9 mutants qui ont été intéressants, on va dire. Et ce qui nous donne un score un peu faible, très faible, de 13,82%. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de technique, c'est aussi de voir, là on voit par exemple le 1 qu'on met en time-out. Ça veut dire que probablement il y a peut-être soit des boucles infinies dans le code, soit des dépendances très lentes extérieures. Et donc ça fait un time-out au niveau des tests, quand on lance les tests. Donc ça permet aussi de détecter potentiellement autre chose que juste la qualité de code, quoi. Donc ça, c'est le petit bonus de ce genre de librairie. En tout cas, les techniques, le mutation testing, depuis très, très longtemps, c'est considéré en tout cas comme technique très lourde et à mettre en place parce que ça consomme. Là, je peux pas le lancer parce que ça met un peu de temps. Le rapport, il est extrait rapidement. Là, ce qu'on voit, c'est 24 secondes, mais c'est la rédaction du rapport et non pas l'exécution. Et c'est pour ça que souvent les équipes le mettent de côté parce que parfois sur un gros projet, moi je l'ai fait chez un client, parfois ça met la nuit à lancer parce que comme plus le projet est gros et plus forcément ça prend du temps à créer et les mutants et à lancer tous les tests sur tous les mutants générés, quoi. Donc Dans le temps, j'ai donné pas mal de formations sur le mutation testing et j'avais tendance à dire aux équipes, effectivement, c'est un peu lourd parce que ça peut être un peu long. Par contre, faites-le sur les parties du code ultra critiques. Typiquement, tu travailles chez France Travail et tu as un algorithme sur, combien les demandeurs d'emploi vont, toucher d'allocations, des choses comme ça. Bah, ça doit être des algorithmes ultra, tricky où il faut être sûr qu'ils sont testés à 100 et cetera. Donc à la limite, sur ces parties du code-là, oui. Par contre, pour changer ton avatar d'utilisateur ou je sais pas, sur des choses un peu annexes, évidemment, ça sert peut-être à rien de se dire: «On va mettre 100 de couverture et 100 de couverture par mutation partout». Je sais pas quel est ton point de vue là-dessus, mais tu vois, pour réduire un peu je ce suis risque de d'accord et moi ce que j'ai constaté au fil des expériences, c'est que plus on sépare les domaines justement en petits domaines, plus on peut facilement appliquer cette technique parce que justement le scope est plus petit. Et comme ça prend les librairies qu'on trouve sur le marché, ça prend, en termes en .NET par exemple, ça peut prendre soit la solution, soit un CS Proj, donc un projet. En Java, on va dire soit tout le projet, soit un package. Et donc si le package est très gros, pareil, ça va un petit peu refroidir les équipes à le mettre en place. Donc quand on va dans la décomposition du domaine et la séparation et créer des domaines de plus en plus petits, là effectivement on va gagner en tout cas à la fois en performance et à la fois en application de la technique, quoi.
tout à fait. Donc je suis d'accord. Le fait de séparer, justement les projets en petits projets, ça permet de facilement implémenter la technique. Hem et donc là, quand j'ai vu le score de 13,81, j'ai fait, «Ouh là! Comment je vais faire, confiance justement à l'IA et à ce que ça me génère si je considère déjà, enfin j'ai même si je l'ai pas fait, vraiment, à 100, mais j'ai fait un petit effort au début de mettre quelques skills. J'ai essayé comme je peux de guider, l'agent pour qu'il me génère la meilleure qualité et c'est là où on va passer justement de la notion de context engineering à, harness et je me disais: «Eh ben, je vais refaire le même, exercice, on va dire, mais autrement». Et c'est là, vous pouvez retrouver encore une autre version de l'exercice, mais avec, heu, j'étais partie, comment dire? Avec, pareil, enfin le même environnement avec un fichier, dans lequel il y a les specs et je me disais: «Comment je peux éviter justement», je ne sais pas si vous l'avez vu sur LinkedIn passer, mais il y en a plein qui commencent à hurler le fait que, on va dire, avec l'IA, on revient au waterfall, d'il y a quelques années, alors qu'on était bien en agile, en itératif, avec les humains et cetera et je me disais comment, enfin je me disais, on se disait même, chez Arola, c'est comment on va éviter ça quand, ça va arriver? Puisqu'on s'est penché dessus il y a quand même quelques années sur le sujet et c'est comme ça qu'on a sorti, ce qu'on appelle le AI Quadrants. C'est pour dire qu'en fait, on propose 4, enfin une approche à 4 cadrans, défensif et préventif, et humain et machine et on a essayé de dire en fait dans chaque, cadran, qu'est-ce qu'on peut faire pour, se sécuriser notre code, avant, en amont ou après. Donc voilà et l'idée, bah, justement, bah, par exemple là, Pacmind, c'est la partie, machine défensive. Les ADR, ça va être la partie, par exemple, que peut utiliser, la machine, enfin donc l'agent IA en tant que, rule set, tout ce qui est ADR, tout ce qui est documentation qui va être générée à partir du code et cetera. Donc ça va être la partie, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui skills. Et côté humain, ça va être toute la partie apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Les pratiques, qu'on a apprises et qu'on connaît et enfin en amont, donc ça va être les connaissances, le mode programming, pair programming, les standards d'équipe, qu'on apprend ensemble et puis côté défensif, ça va être les revues de code par petits batch parce qu'on sait très bien que quand on nous génère, 6 000 lignes, on va pas les regarder, c'est sûr. Ou du moins, on va regarder de façon macro, tiens, le nommage me paraît bien, je lance peut-être quelques tests pour, vérifier, mais pas plus, quoi. Et donc après, on s'est posé la question, bah, comment on fait, nous, dans un projet? Et on s'est dit, dans notre process de développement, comment on fait à la fois de l'exploration, de la décomposition, de la formulation, de l'automatisation et puis après pour arriver au refacto, c'était la question, de Patrick, non, c'est la deuxième question que tu as je sais plus, je me rappelle plus du nom de la personne qui a posé la question. Mais justement, l'idée, c'était de dire, dans notre process, justement, de développement, bah, comment je peux utiliser au mieux l'IA pour que, à la fois le code généré soit sécurisé et en même temps, que j'ai pas, de mal à, justement reviewer, par exemple le code, que s l'idée c'est vraiment d'alléger la charge mentale d'un point de vue humain quoi, du cerveau et donc j'ai repris le même kata en disant: «OK, côté exploration, qu'est-ce que je peux faire?» Bah, je peux chercher les définitions. Typiquement, ça veut dire quoi éligibilité? Ça veut dire quoi screening? Ça veut dire quoi, invitation? Ça veut dire quoi working day? En fait, tout ce que je me pose
comme question naturellement quand je vais commencer à développer. Si mon PO ou ma PO ou enfin la personne qui représente en tout cas le métier n'est pas là, au moins je peux quand même avancer, pour avoir quelques définitions. Généralement les métiers alors sauf si vraiment vous êtes sur un métier, niche, spécifique, généralement les définitions elles sont grand public, quoi. Ensuite, j'attaque la partie décomposition du problème. Et là, pareil, avant, on faisait, par exemple, des ateliers, example mapping ou l'atelier, ce qu'on appelle Tres Amigos aussi avec le PO, enfin toutes les parties prenantes, du projet. Là, pareil, je peux utiliser l'IA, par exemple, pour m'aider à décomposer. Typiquement, là, je lui ai demandé, «Bah, tiens, pour ce kata, est-ce que tu peux, m'identifier les rules pour cette US?» Et ça m'a identifié, 5 rules, enfin 5 règles de gestion, on va dire. Et ensuite, à partir du moment où j'ai ma décomposition, là, je peux commencer à formuler des exemples. Et donc pour chaque règle, je vais, demander enfin je vais faire, moi-même l'exercice aussi, hein. Pour chaque règle, j'identifie un ou plusieurs exemples et après je donne ça en mode review à l'IA, en pair. «Bah, tiens, j'ai identifié ça, qu'est-ce que tu en penses? Propose-moi des edge cases, des cas limites. Propose-moi des cas auxquels j'ai pas pensé», par exemple, des trucs comme ça. Et en fait, là, tout de suite, ça fait office de pair avec nous qui permet justement mmh, à la fois de nous challenger et en même temps d'avoir une meilleure qualité. Et après, une fois tous les exemples identifiés, là, on va passer à la partie automatisation. En générant les tests à partir des exemples qu'on a identifiés. Ça peut être des tests d'acceptance unitaires ou même, des, techniques comme on voit, un peu plus compliquées, enfin complexes. On verra d'ailleurs un exemple juste après. Et après, on arrive à la partie développement, pareil. Comment je vais utiliser l'IA pour ça? À la fois enfin je vais soit lui donner les tips, enfin comme le code est généré, en fait, on va pas le générer d'un coup, encore une fois, mais on va le générer de façon itérative. Et c'est comme ça que, en fait, nos pratiques deviennent ce qu'on appelle c'est pas uniquement des pratiques de développement, mais ça devient des pratiques de contrôle de notre agent, IA, quoi. Et c'est ça tout l'intérêt justement de ces pratiques-là. En TDD, Behavior Driven Development, Domain Driven Design pareil, enfin toutes les pratiques qu'on connaît vont être, des guides pour que l'IA ne fasse pas, enfin ne se disperse pas, on va dire. Et Il d'ailleurs y a je quelque chose d'intéressant, il y a ouais, il y oui? a une question d'Amélie, qui dit, «Si on avait utilisé un autre modèle, par exemple, Opus 4.6 ou Opus, 29.5 ou ce que tu veux, est-ce que ça aurait été un peu mieux?» Alors, c'est vrai que nous, on voit que l'évolution des modèles fait qu'ils te posent naturellement un peu plus de questions, qui vont mieux comprendre ta code base et cetera. Par contre, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis et beaucoup de gens qui disent: «C'est pas en attendant des modèles plus puissants qu'on va justement améliorer, en fait, la qualité du code et qu'on va résoudre ces problèmes-là qui sont des problèmes de fond Mmh. sur est-ce que le comportement est bon et cetera». Et c'est là où c'est super intéressant, je trouve, ces discussions, c'est que l'IA, en fait, elle va arriver à un niveau de seuil où, en fait, elle va pas pouvoir vraiment faire mieux que ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. Ce qui va lui améliorer sa compréhension, ça va être un meilleur contexte, ça va être des meilleures pratiques. Et donc, tout ce qu'on a fait pendant des années, depuis 20-30 ans, comme tu dis, là, ça redevient un peu sur le devant de la scène, puisqu'on a été dans les 2-3 dernières années dans une espèce de vibe, avec le vibe coding, avec on va très très vite, on va virer tous les devs, etc. Et maintenant, on revient, ah ben en fait, ça marche pas si bien que ça. En fait, si tu regardes le rapport de DX qui est sorti cette semaine sur Q1 2026, il montre que on release par personne vers les 4 PR par semaine, ce qui est mieux que 1,5, tu vois, quand on utilise de l'IA. Donc, on va beaucoup plus vite pour générer de l'IA. Par contre, en moyenne, pour 400 entreprises, il y a 50% de bugs en plus en production. Donc, c'est énorme, en fait, l'instabilité qu'on va générer aussi avec ça. Donc là, c'est ce qu'ils disent dans le rapport. Ils disent, maintenant, le focus des entreprises en 2026, il ne doit pas être sur générer plus de code avec l'IA, il doit être sur contrôler que le code généré, justement, suit bien tout ce qu'on veut, etc. Et donc, remettre en place, en fait, toutes ces pratiques. Donc là,
ralentir un petit peu, on va dire, pour pouvoir remettre toutes ces pratiques. C'est hyper intéressant. Exactement et on le voit, hein, aujourd'hui. Toutes les entreprises enfin, en tout cas nos clients qui ont dit, «Notre ambition, c'est de réduire le nombre de devs». Ils ont commencé à faire l'expérimentation, ils ont réussi les premiers mois et là, ils se disent, «Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Il nous faut plus de devs pour corriger les régressions et les bugs, qu'a généré l'IA, quoi». D'accord. Heu Je reviens à la partie pratique et moi j'avais vu un webinaire, de Ken Beck, il y a quelque temps, et qui disait, bah, les équipes justement qui savent tester proprement, s'adaptent mieux aux agents IA. Parce qu'elles ont ces pratiques, naturelles et donc ça guide facilement et l'avantage, c'est que comme le code généré, il est petit, parce que le scope, aussi est petit, donc c'est facilement reviewable et en fait, à chaque fois, on va avoir, 2 fichiers, modifiés et c'est pas, même en revue de code, c'est très, très, léger, quoi. Et ce que je disais tout à l'heure, en parlant de développement et de surtout la partie automatisation des tests, c'est qu'on va avoir des techniques complexes, qu'on voulait ou qu'on pouvait mettre en place, mais qui étaient vraiment aussi pénibles dans le passé à mettre en place. Typiquement, ce qu'on appelle le property based testing. Hem C'est une technique, on va dire que l'idée, c'est de tester, ce qu'on appelle les invariants du code. Donc les règles de gestion, les invariants du domaine, les règles de gestion de notre domaine, heu, en s'appuyant sur une génération de plusieurs valeurs, à la fois. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire: «OK, je vais avoir un test qui va être, on va dire paramétré, mais les paramètres, les valeurs que je vais donner en paramètres, ça va être des données aléatoires. Souvent, les librairies, génèrent une centaine de valeurs, donc de test case aléatoirement, une centaine pour chaque test. Là, je prends un exemple, que j'ai fait, d'ailleurs, je peux vous le montrer directement, sur l'application. J'ai pas réussi à faire toute la enfin, manque de temps, à faire toute la partie, enfin finir le kata jusqu'au bout, mais là j'ai généré, un test qui, permet enfin comment il faut le lire. Là on a les paramètres, donc la date de naissance, enfin le jour de naissance, le mois de naissance, le mois de configuration par rapport au dépistage, l'année en cours et le mois en cours. C'est les valeurs que je vais paramétrer et en fait, dans le code, je fige, quelques paramètres. C'est pas grave. Le but, c'est quoi? Ce test-là vérifie que, quelle que soit la valeur que je donne pour le birth month ou le screening month, le résultat, c'est toujours la somme des 2. En gros, je fais un incrément enfin c'est la somme du mois de naissance plus le nombre de mois par dépistage. Et donc l'idée, c'est de dire: «OK, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur en entrée pour le birth month et le screening month pour que cette règle-là soit toujours valide?» Et c'est ça qui est compliqué si on revient, enfin, il y a quelques années en arrière. Parce que, là, bon, typiquement, je vais dire, tiens, le birth month, je veux qu'on génère des valeurs entre 1 et 7 mois. Le screening month, je veux qu'il me génère des valeurs entre 1 et 5 mois et on se dit: «Bah, pourquoi 7? Pourquoi, 5?» Le 7 parce que si on fait, 8 ici, ça veut dire probablement, il va lancer un test avec, le birth month à 8. Sauf que si on fait 8 plus 5, ça fait 13, si je calcule bien et donc ça rentre dans la règle de gestion où, bah, en fait, je passe à l'année suivante. Donc mon test, il va échouer et le choix ou l'identification de ces valeurs-là, c'est ce qui est compliqué, quand on fait du property based testing. Aujourd'hui, avec l'IA,
Ça se simplifie. Parce que ce que je lui ai dit, c'est que: «OK, j'ai créé mon test. Je veux déjà créer un test, avec la technique de property based testing sur cette règle-là». Donc j'ai créé, mon test, avec les paramètres et je lui ai dit: «Bah, vas-y, propose-moi les valeurs ou l'intervalle de valeurs pour le mois et pour, enfin le mois de naissance et le screening months pour que ça respecte toujours cette règle-là. Enfin, quelles sont les datas qui rentrent dans cette règle-là?» Et donc c'est là où on peut utiliser justement l'IA pour nous aider à avoir tes techniques qu'il y a quelques années, c'était un peu, touchy à mettre en place, quoi. Donc là, Il y j'ai a fait une un question de ouais, Raphaël, justement, qui est intéressante. En fait, il dit: «Le property-based testing, ça requiert un petit peu de mettre de la logique, du coup, côté test. Et est-ce que, du coup, on doit tester séparément la logique d'assertion du test en property-based testing?» En gros, redis-moi? est-ce que tu as de la logique déjà qui est un est-ce que tu dirais que tu as de la logique qui est intégrée côté test, du coup, tu vois, en mettant justement ces règles de calcul, Alors, la logique, bien? elle est très simpliste. Il faut pas qu'on ait de if dans le code du test. Par contre, là, ce que je dis, c'est que la valeur que me sort, justement mon calculateur, ça doit être toujours la somme de ces 2 mois. Par contre, si je dis, si la somme des 2 mois est supérieure à Ouais, 13, voilà. alors je dois asserter autre chose, là, c'est pas bon. Par contre, effectivement, c'est là où on parle de, quand j'avais identifié les règles, les rules, avec l'IA et est-ce que je l'ai mis là? Non, je l'ai pas mis. Je l'ai dans le je reviens au slide. Quand on a fait, Ops, c'est là. Quand on a fait ces règles-là, l'idée, c'est de se dire, en fait, si je suis au niveau du calcul, de base, donc c'est toujours le mois de naissance plus le mois de configuration. C'est toujours le cas. Donc c'est à moi de trouver les valeurs qui correspondent à ce cas de figure-là. Par contre, il ne faut pas que dans mon test, j'ai un truc du genre, je calcule, cette valeur et je dis, si, l'expected, month est supérieur à 13, enfin inférieur plutôt, inférieur on va dire, à, ou égal à 12, alors, je fais, ce test-là et oups, allez. Et sinon, je vais faire, assertion, ça doit être, bah, c'est clairement, Ah oui, c'est le cas quintu. je dois dépasser, enfin, je dois passer à l'année suivante et je fais ça. Ça, c'est de la logique pour moi, qu'il faut pas avoir au niveau du test. Par Donc en contre fait, tu peux en avoir un tout petit peu, on va dire, mais juste pour enfin, ce qui décrit tes règles de base de manière très simpliste, quoi. Et donc un test par, use voilà, case. c'est ça. Et donc l'idée, c'est de dire, «OK, j'ai de la logique». En fait, ça rend le test aussi plus lisible. Pourquoi? Parce que souvent, on se dit: «C'est quoi le lien entre tous mes paramètres d'entrée? Qu'est-ce qui fait si j'ai pas cette ligne-là, qu'est-ce qui fait que mon expected month est égal à, c'est quoi le lien entre le résultat et ce qui est attendu?» Et c'est ça aujourd'hui, ce qui manque souvent dans les tests qu'on va créer. C'est qu'on va dire, «Bah, tiens, je m'attends ici à avoir, par exemple, toujours 13». Mais c'est quoi ce 13? D'où vient la valeur 13, par exemple? Et le fait de dire que l'expected, ça vient, enfin, je comprends tout de suite de cette ligne-là, c'est que, en fait, dans ce cas-là, je suis toujours dans le cas de le mois d'invitation, c'est la somme des 2 mois, enfin des 2 valeurs des 2 mois. Et tout de suite, on a de la documentation finalement qui explique un petit peu la règle de gestion, quoi. Ouais, tout à fait. Contrairement à, bah, ce cas-là où je dis, dans ce cas-là, si j'ai un mois, enfin des mois entre, le 1,5 et le 1,3, bah, là je m'attends à ce que, justement je change d'année, tout simplement.
systématiquement, le calcul fait que je dois changer d'année et je dois changer d'année, cette règle-là, encore une fois, le nommage, il est pas top. Ça serait plutôt, là, c'est la date de calcul, elle est antérieure à la date du jour et naturellement, quand la date de calcul est antérieure à la date Mmh. du jour, on doit passer à l'année suivante. Ah, c'est Donc un très bon exemple parce que souvent on voit des exemples, tu vois, de vibe coding avec Claude ou Copilot où, c'est des projets simples, c'est pour faire des petites applications to do ou autres et du coup tu dis: «Mais l'IA est tout à fait autonome pour faire ça». Là, tu te rends bien compte que si tu veux vraiment gagner en confiance sur le code qui est généré, évidemment, bah, ça va te prendre un poil plus de temps, j'imagine, de passer par ces techniques-là. Mais au moins, tu vas être sûr que, OK, toutes nos règles de métier qui étaient décrites au début, elles sont bien encodées, elles sont bien testées et donc après, à la limite, tu peux lui laisser générer le code qu'il veut, t'assurer que l'architecture est bonne et cetera. Mais là, tes tests te font gagner en confiance, en fait, parce que tes tests décrivent le comportement et donc tu les utilises comme garde-fou du comportement attendu. c'est ça, exactement et c'est ça la différence par rapport à des tests qui vont à la fois être générés par l'IA, aléatoirement et en fait, finalement, on sécurise tout ce on a envie de générer. Je dis pas que ça a pas été généré, hein. Ça a été généré, mais je l'ai retravaillé avec, après, génération en lui disant: «Bah non, je ne veux pas, je ne veux pas, comment dire? Mettre tout au même endroit». Parce que oui, c'est vrai que, quand j'ai fait les premières demandes de génération de tests avec, CS Check, qui est la librairie de property based testing, il m'a généré tout de suite du code ici, du code Mmh. métier de type if, machin, alors, je fais ça, je fais ceci, et je lui ai dit: «Non, non, non, tu me génères un test pour, l'invariant de la règle 1, un test pour l'invariant de la règle 2». Juste tu Tu te te calmes. focalises sur, vraiment comment dire? Ce contexte-là, quoi. Et là, c'est encore une fois ton expertise et bah, des années d'expérience qui font que tu vas guider l'IA comme il faut. Et le risque, effectivement, c'est que même avec des meilleurs modèles, vu que le code, open source et le code d'apprentissage est clairement pas, au niveau de ce qu'on voudrait sur des projets, ben, on a ce risque d'avoir des vieux patterns, du legacy un petit peu qui reviennent sur de nouveaux codes. Mais c'est tout à fait possible, il y avait Amélie qui posait la question, hein, de forcer les modèles à bien agir, justement en amont aussi avec les bons skills, les bonnes instructions. Mmh, On peut leur on peut leur faire apprendre le bon contexte qui vont les faire bien travailler et après vérifier que tout est bon et s'assurer que la méthode de test est bonne, que l'architecture est bonne et là, on peut vraiment progresser. Donc on ira peut-être moins vite qu'une équipe qui va vibe coder tout ça en 2 secondes, mais on va avoir un système qui est robuste, qui tient, qui a pas de bug et cetera. tout C'est à là où il fait. y a un juste milieu à trouver, ouais. Et c'est là où, à chaque fois, moi, j'invite, tout le monde à monter en compétences en termes de connaissances sur les pratiques et les techniques, parce que c'est ça qui va vous aider à être plus efficace, justement, avec, en codant avec l'IA, quoi. Tout à fait. Hem Et c'est là où je me disais: «Bah, tiens, comme j'ai fait pour la première expérimentation, le mutation testing, je vais refaire pareil ici». Et donc là, j'ai un score, nettement plus supérieur Ah puisque oui, j'ai un de 63, 13 à 63, ouais. et encore, j'ai pas fini, enfin, je l'ai fait au fur et à mesure pour vérifier que ce qui a été généré, c'est bien, meilleur en tout cas. Donc je l'avais en mode, en continu, quoi. Il y avait une question d'ailleurs tout à l'heure sur le mutation testing qui disait: «Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais mettre bloquant dans la CI en disant: "Si mon score de test par mutation est pas assez bon, je bloque la CI"?» Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou déjà vu ou pas? Déjà fait, non, parce que moi je considère que, ça dépend comment dire? Souvent ces techniques avec des métriques, on va les faire, mais on va les faire, sur un projet dans son ensemble. Donc il y a aussi du legacy qui, va être, un boulet qu'on traîne, pendant pas mal de temps. Donc si on le met en bloquant, le risque c'est, ça veut dire qu'il faudra prendre le temps pour réparer toute la partie legacy qu'on avait avant. Donc, ça dépendra déjà, est-ce que, vos scopes de projet, sont petits et donc
on peut le lancer sur des projets et pas d'autres, sur des packages et pas d'autres. Et dans ce cas-là, effectivement, la métrique, enfin, ça peut être une métrique bloquante. Par contre, si vous avez un monolithe où tout est dans les mêmes, packages ou projets, bah, là, ça va être un petit peu, chaud pour le mettre en termes de bloquant. Pour moi, Tout à fait. l'idée, c'est vraiment, enfin, de rester encore une fois, un côté, plutôt pragmatique au sens où on a mesuré quelque chose. Maintenant, on priorise. Est-ce qu'on fait l'effort sur, ce package-là ou est-ce qu'on se dit, ça peut attendre, parce que, je sais pas, c'est un package qui n'a jamais évolué, par exemple, ça sert à rien de mettre l'effort dessus, quoi. Oui, tout à fait. Donc donc pour moi, entre, les techniques anciennes, qui n'ont pas, enfin qui étaient un petit peu compliquées à mettre en place, comme le property based testing avant, bah, avec l'IA, ça se simplifie. Entre, bah, la partie, mutation testing ou la pratique justement de TDD, de slicer, d'identifier des exemples, de développer et de vérifier, enfin en mode itératif. Ça fait partie de notre, harnais de sécurité, par rapport au code généré, par l'IA, quoi. Et encore une fois, ces pratiques-là, c'est pas des pratiques nouvelles, hein. Comme je disais, c'est des Mmh. pratiques, d'il y a plus de 20 ans. Là, j'ai essayé de faire une enfin, petite, liste de de dates, historiques. Donc c'est pas des pratiques nouvelles et tant mieux, parce que ça permet de dire, au moins ça c'est des pratiques qui ont fait leurs preuves et donc on peut leur faire confiance. Après ça dépend du contexte toujours, mais en tout cas, c'est intéressant de les appliquer même à l'ère de l'IA, quoi. Tout à fait. Même Et plus, parce que, oui, si tu les bah, ce que j'aime bien dire, c'est que les agents IA, c'est un peu comme des White Walkers dans Game of Thrones ou des zombies, ça se fatigue jamais. Donc si jamais tu lui enseignes toutes les bonnes pratiques et tout le bon contexte, tu peux être sûr que le vendredi soir à 17h, il va se comporter à peu près pareil que le lundi matin à 10h. Et donc, tu as une sorte de garantie aussi que toutes tes pratiques, tu as pas à refaire des, étapes d'onboarding avec, tes équipes, on va dire régulièrement, ou comme tu peux le faire des fois en formation avec des humains où au bout de 2 3 semaines, bah, en fait, les gens appliquent pas de TDD ou appliquent pas justement ces pratiques-là parce que, bah, ils sont sous pression du delivery et cetera. Avec l'IA, si tu arrives à bien coder justement bah, tous tes standards et cetera, toutes tes pratiques, bah, tu peux être sûr que dans le temps, normalement, ça va plutôt tenir. Ça, c'est quand même un avantage qui est, super intéressant. carrément. Et tout ça, bah, en fait, c'est toujours pour moi un critère, essentiel dans notre métier, c'est la curiosité. C'est le fait d'aller chercher, comment je peux faire mieux dans mon quotidien. Même l'IA, les agents, ça reste un outil, hein. Faut pas que ça soit, enfin, ça reste un outil qu'on peut utiliser comme tout autre outil et donc l'idée, c'est d'apprendre à l'utiliser au mieux et de se dire: «Bah, qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour mieux l'utiliser, quoi?» Tout à fait. Et est-ce que tu as prévu de parler du TDD ou, Et bah, pour moi, je considère que j'en ai parlé, mais j'ai pas fait une vraie parenthèse par Mmh. rapport à ça. Mais le fait d'avoir le process, que j'ai décrit, ici, ça c'est ma pratique TDD au final. En Le fait, ouais, tu as fait commencé par rédiger ces tests à partir des règles que tu avais et ensuite tu lui fais, rédiger le code, c'est ça? c'est ça. Mmh. Et souvent quand on parle de TDD, on pense juste à la boucle red, green, refactor, en mode, j'écris mon test, ensuite j'écris le minimum de code que je vais générer et après je fais faire, le refacto. Là où, moi j'invite tout le monde à prendre le temps avant cette petite boucle, pour, faire, ce qu'on appelle l'analyse et analyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire explorer, ça veut dire décomposer, ça veut dire sortir des exemples, expliciter des exemples pour chaque, rôle et c'est pour ça que j'aime bien faire, l'example mapping avant de faire du TDD parce que Mmh. ça va justement me faciliter cette itération enfin la boucle red, green refactor et c'est aujourd'hui la problématique quand on fait du TDD, c'est à la fois le syndrome de la feuille blanche, donc par où commencer
Et 2, c'est, comment je m'y attaque? Enfin, est-ce que je fais tous les tests d'un coup? Est-ce que je fais, un par un? Enfin, c'est compliqué de faire quand on n'a pas la bonne, on va dire, une meilleure technique ou une meilleure pratique pour arriver à cette boucle. Donc moi, quand je dis, je développe en TDD, je considère qu'il y a des prérequis pour pouvoir mieux développer en TDD, et les prérequis, c'est, décomposition, identification des exemples et prioriser surtout ces exemples-là. Parce que si on commence par l'exemple le plus complexe, effectivement, on va pas faire du TDD, on va faire du one shot, la solution finale, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, c'est très bien effectivement de retrouver en gros, on retombe sur ces pratiques qui ont été découvertes, sûrement un peu de la même manière, hein, en continuant à réfléchir et cetera. Là, on a une nouvelle manière de faire avec les agents. On retombe sur ces pratiques et on gagne en qualité, donc là, ça devient super intéressant. Il y a Amélie qui demande justement comment est-ce qu'on peut orchestrer au mieux ces agents pour avoir un delivery de qualité? J'imagine que ça passe un peu par ce qu'on se disait, c'est-à-dire, en amont, avoir des skills et des instructions qui vont lui donner justement toutes les pratiques qu'on veut appliquer dans le code et le contexte aussi métier, hein, de pour qui on développe, où est-ce que ça va être déployé et cetera. Ensuite, avoir, toute cette partie que tu as expliqué Dora, de pendant le cycle de développement, intégrer ces différentes pratiques, donc aussi guider et avoir cette expertise humaine derrière tous les tests de qualité, plus tout ce qui est linter aussi, tout ce qui est, typage, en fait, tous les Mmh, garde-fous qu'on peut avoir autour de ça aussi, hein. tout à fait. En fait, enfin, ce que je constate aujourd'hui, c'est que travailler avant l'IA ou après l'IA, ma pratique de développement n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est justement le côté, enfin, qu'on appelle aujourd'hui productivité, au sens, avant j'écrivais à la main les tests, j'écrivais à la main le code que je vais générer. Aujourd'hui, je fais juste, tap, quoi, dans Ouais, l'éditeur. tout à fait. Donc c'est ça qui a changé, et donc forcément, mais toute la pratique en amont, la réflexion, enfin la décomposition, la priorisation, la formulation, l'identification des exemples, tout ça, en fait, on va garder, notre, on va dire, process ou pratique à l'ancienne, non, mais enfin quotidienne, qu'on a apprise, quoi. Ou alors que des personnes n'avaient pas forcément encore jusque-là. Nous, on voit beaucoup d'équipes, hein, qui s'intéressaient pas du tout à ces pratiques-là et qui, d'un seul coup, s'y remettent un petit peu. J'ai eu le cas justement il y a, quelques semaines avec une grosse entreprise que je pourrais pas citer, qui me disait: «Ah ben c'est génial parce qu'avec l'IA, du coup, on produit du code plus vite» et on était qu'à, 8 je crois de couverture de test sur les projets et avec l'IA, on passe des parties du code de 8 à 80 en quelques heures, en fait et donc c'est génial parce qu'on augmente la couverture de test partout en quelques heures. Mais je leur disais: Attention, est-ce que, c'est pas de la fausse couverture?» parce que ça, c'est le pire. Vaut mieux avoir pas de Mmh, couverture et se dire: «De toute façon, c'est pas couvert, il faut faire attention», plutôt que de se dire: «C'est couvert à 80 donc je peux y aller YOLO pour faire des changements et en fait, je vais tout casser parce que les tests n'ont pas été capables de capturer justement des changements qui étaient impactants». Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. J'ai un peu peur de ce côté, ça va être plus facile d'augmenter la couverture de tests, mais dans ce cas-là, les pratiques de property based testing, de tests par mutation et cetera, sont super importantes pour s'assurer que, on va pas se faire une fausse confiance, en fait. et c'est pour ça que, moi je conseille souvent les équipes tout simplement, on a un problème, on mesure déjà. C'est quoi la problématique exactement? On expérimente des choses et on va suivre la mesure qu'on a identifiée en amont. Donc pour savoir si on s'est amélioré ou pas. Donc, et après, il faut avoir en face de chaque mesure, la contre-valo, on va dire. C'est que, par exemple, une couverture à 80, bah, en fait, seul, comme tu disais, on peut très bien générer, tous les tests qui couvrent à 100, mais qui ne testent rien. Donc, c'est là où, il vaut mieux avoir la technique justement de mutation testing pour vérifier la qualité des tests qu'on a générés ou qu'on a écrits. Donc il faut avoir toujours, enfin la mesure et la contre-mesure ou la valorisation, je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Mais,
Ça, c'est intéressant et puis, dernier point que je peux rajouter parce que on s'est dit on a commencé déjà, les travaux, il y a quelque temps. On s'est dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Jusque-là, on a identifié, par exemple, quand on parle de domain driven design, on a les patterns, ce qu'on appelle les patterns tactiques de DDD. Les value objects, les entités, les services, les repositories, et cetera, les agrégats et on se disait enfin j'avais, présenté ça à DDD Europe, il y a 2 ans déjà, et je me disais: «C'est une mind map, que j'ai réussi à créer à travers tous les coachings que j'ai fait et puis par expérience pour» enfin, c'est les questions qu'on se pose pour, se dire: «Est-ce qu'on est en train de créer un bon value object ou un bon entity ou un bon service?» et cetera. Donc typiquement, pour un value object, si on a, des setters, c'est que, ça veut dire que notre value object, il est pas immuable, donc c'est pas bon signe. Donc il faut le refacto, pour, en supprimer les setters, typiquement. Donc il y a des questions comme ça qu'on va, se poser, qui vont nous pousser à faire du refacto et on s'est dit avec, quelques Aroliens, est-ce qu'on pourrait avoir un agent IA qui pourrait justement faire ça pour nous? Donc on a commencé à faire des expérimentations sur justement comment, on peut avoir un agent qui fera cette analyse-là, rapidement par rapport à, si on le faisait nous-mêmes, avec nos petits yeux, quoi. Donc l'expérimentation en cours. Et puis, je vous en parlerai si jamais, enfin qu'est-ce qu'on à quoi on arrive en résultat. Le petit teaser, D'ailleurs, on arrive à la fin du temps. Où est-ce que les gens peuvent, te retrouver justement s'ils ont des questions? Est-ce que sur LinkedIn, c'est plus facile? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Je suis très active sur LinkedIn, donc avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer, des messages, des connexions. Généralement, j'accepte tout le monde. Partager, Hem, OK. est-ce que j'ai mon LinkedIn ouvert? Oui, tu pourras partager le lien. En tout cas, on le mettra sur le replay aussi qu'il y aura sur YouTube. J'ai partagé le mien aussi, n'hésitez pas, hein, aussi à me suivre. Je partagerai tous les replays et les prochains webinars qu'on a aussi. Mais Yes. effectivement, ouais, c'était, on a un peu explosé le chrono, mais clairement, c'est un vrai Avec sujet. Puis là, on l'a juste effleuré, hein, sur cette partie, on a présenté des choses, mais ça me paraît hyper intéressant de se dire que tous les rapports qu'on voit de DX, de Dora, pas Dora toi, mais Dora avec un solaire, et cetera, sont en train de pousser dans cette direction. Tout le monde dit: «Attention, ralentissez un petit peu sur la partie création de code», parce qu'en fait, on a un bottleneck énorme à côté qui est, la partie review, les bugs qu'on va créer, et cetera. Donc, j'aime pas trop les posts qui disent, «Non, mais maintenant, il faut plus s'inquiéter de la maintenabilité du code parce que ça devient très cheap, en fait, à générer et donc si jamais ça marche pas, mmh, on le refait, puis on voit à peu près le comportement, et cetera». Tout ça, c'est contextuel. Oui, sur certains projets, sur certains contextes, mais évidemment à 100, mais pas sur tous, quoi. Donc il faut vraiment garder ça en tête. L'IA, ça fonctionne par probabilité et donc une IA, un modèle, unique va pas du tout correspondre à tous les projets. Il va faire n'importe quoi la plupart du temps. Donc il faut le recentrer sur notre contexte, il faut lui donner les bonnes instructions, les bons skills, et cetera et adapter tout ça et ça, c'est l'expertise humaine. Donc notre rôle, j'ai l'impression qu'il évolue dans ce rôle de guide, justement pour l'agent IA au maximum. Je sais pas toi comment tu vois l'avenir, hein, de notre métier, Dora? Grosse question philosophique, mais moi, il y a pas mal de personnes qui me disent, «Bah non, le métier de dev va disparaître». Moi, je suis plutôt de l'autre côté, c'est que non, c'est le moment où le métier de dev va s'accentuer. À la fois, par rapport à toute la partie d'aide technique qui va être générée et par contre, c'est là où ça se corse, c'est pour les profils, on va dire, moins juniors. mmh, Donc l'idée, c'est vraiment de garder, de se dire: plus on a des connaissances, sur la théorie et on a pratiqué et on a expérimenté des choses, mieux on va se porter dans l'avenir, dans notre, environnement de dev, quoi. Donc moi je crois pas au fait enfin je ne vois pas en tout cas des difficultés à trouver du métier, sachant que c'est l'inverse. Moi je trouve avec l'IA ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir des possibilités autres que les développements classiques.
typiquement, tout ce qu'on ne pouvait pas faire potentiellement ou on trouvait ça difficile à faire, ça va être simplifié avec l'IA, quoi. Ouais, je pense qu'il y aura effectivement alors, effectivement, Sylvain dit, «Le marché aujourd'hui n'est pas super sur ça». C'est un peu en train de s'inverser globalement, mais on voit quand même une tendance un peu à la hausse sur les recrutements justement et comme tu dis, bon après la problématique, c'est plus pour les IA, des juniors qui arrivent en étant AI natifs, qui peuvent aider les équipes justement à mettre en place des choses sur l'IA, ça leur donne des super compétences. Mais comme tu dis, c'est important aussi avec l'expérience de retrouver des bases, de savoir ce que c'est que le proper testing, de TD, et cetera. Mmh. Ça reste important. Il y a le mentoring du coup qui reste important. Donc oui, il faut effectivement, aller dans la bonne direction et il faut se dire comment est-ce qu'on peut travailler avec ces outils pour que ce soit des alliés et pas que, ils remplacent exactement tout ce qu'on fait et on voit aujourd'hui que c'est pas le cas. Clairement, ils sont pas capables de faire ça. On est en train de se battre nous, avec Copilot et Claude sur des sujets basiques et ils font n'importe quoi en ce moment. Donc voilà, on se rend bien compte que même avec les derniers modèles d'Opus, et cetera, il y a plein de choses où, c'est l'expertise humaine qui reste la principale. Pour moi, c'est ça, c'est pas une question de modèle. Enfin, certes, le modèle, plus il est avancé, plus il va aider, mais c'est notre méthodo et nos pratiques qui vont nous aider à l'utiliser mieux, quoi. Ouais, tout à fait. Hem, Est-ce que tu seras au Devox du coup la semaine prochaine, Déva? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, pour ceux Je qui seront serai présents, voilà, qui veulent nous avec retrouver, on plaisir sera au Devox. pour discuter. Effectivement, on a aussi un stand, à Devox, donc au plaisir de vous retrouver Tout à au fait. c'est le D10 si je me trompe pas? En plein milieu. Voilà. Inratable et en plus, on sera ensemble pour la première fois, Pacmine et Arola, donc ce sera parfait. On sera tous les Yes. 2 sur le même stand, vous ne pourrez pas nous rater, donc n'hésitez pas à venir nous voir, voilà, si vous êtes là la semaine prochaine au Devox à Paris. Que ce Merci encore Dora soit, au stand ou à nos talks aussi, puisqu'on et est, il y a tous les des 2 talks speakers, effectivement. Voilà, ouais, ouais, on a des talks effectivement. Ce sera sur quoi d'ailleurs tes talks, Dora? Ça sera sur le feature flag. Ah oui. J'imagine que beaucoup l'utilisent et l'idée, c'est de voir un petit peu, les avantages et les inconvénients autour. On a eu quelques petits problèmes cette semaine à cause des feature flags. Donc, très intéressant pour l'équipe. Et de mon côté, je serai avec les équipes de GitHub pour parler du contexte engineering et montrer des exemples concrets de comment bien structurer un projet aussi avec l'IA. Donc, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci encore une Yes. fois, Dora. C'était top. Et puis, Merci à toi. à très bientôt pour suivre toutes les évolutions encore une fois. Merci tout le monde. Merci tout le monde.